L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Claude Goasguen. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir évoqué la personne de Jacques Barrot. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes très émus et très tristes. Au groupe UMP qu'il a présidé avec tant de talent, je crois que c'est un homme qui a marqué profondément la vie politique française et la vie parlementaire. Et c'est avec une vraie émotion qu'aujourd'hui, nous regrettons sa perte brutale. Monsieur le Premier ministre, en fait, je m'adresse à tous les membres du gouvernement et à l'ensemble de votre majorité, tant le sujet est vaste, et au Président de la République, si on pouvait. Il s'agit de l'impôt. Vous connaissez l'adage « trop d'impôts tue l'impôt ». Vous connaissez cette maxime, et ce n'est pas la faute de l'avoir répétée depuis quelques années. Votre matraquage fiscal porte hélas ses fruits, et les chiffres sont accablants. En 2014, les recettes fiscales seraient inférieures de 11,5 milliards d'euros aux prévisions de la loi de finances initiale, dont 6,1 milliards d'euros au titre de l'impôt sur le revenu. L'an dernier, c'était déjà 5 milliards de non perçus. Et d'ailleurs, la rapporteure générale du budget, Madame Rabault, elle-même, s'inquiète et souligne dans son rapport sur le collectif budgétaire qu'aucune analyse sérieuse des causes de l'affaiblissement du produit de l'impôt sur le revenu n'a été fournie. Alors, que se passe-t-il? C'est ce que nous voudrions savoir, car au-delà de la surestimation de vos prévisions de croissance, c'est surtout, je pense, et nous le pensons tous, y compris dans votre majorité, c'est le ras-le-bol fiscal qui frappe. Vous suscitez des modifications de comportement que vous ne voulez pas accepter, mais qui sont le résultat de votre politique. Réduction volontaire d'activité, contribuables s'installant à l'étranger, hausse du travail au noir, délocalisation sont les effets de votre politique. Ma foi, continuez dans ce sens et la France y perdra toute son énergie. Merci. Car aujourd'hui, un Français sur deux, La parole est à simplement... Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Goasguen. D'abord, je veux partager aussi avec vous l'émotion que vous avez traduite dans le début de votre question. Jacques Barrot, parmi toutes ses fonctions, a aussi été le prédécesseur de François Rebsamen et donc mon prédécesseur comme ministre du Travail. Et il a été un excellent ministre du Travail. La question que vous posez est une question évidemment sérieuse. Quel est aujourd'hui le niveau de rentrée des impôts et quelle est la relation entre ce niveau de rentrée des impôts et la réalité économique de la France? Je voudrais juste, mais vous le savez, Monsieur Goasguen, vous rendre attentif à une chose. Le budget pour 2014, qui a été voté à la fin de 2013, était fondé sur deux hypothèses qui ont été remises en cause, non pas à l'initiative du gouvernement, non pas parce que nous aurions exagéré ces chiffres, mais parce que tous les observateurs nous prévoyaient 1% de croissance, ce qui n'est pas énorme, et prévoyaient 1% d'inflation. Lorsque l'on révise ce que j'ai fait en août, la croissance à la moitié, 0,4%, ce que nous ferons, et l'inflation, quand nous constatons qu'elle est à 0,3%, ça a des effets immédiats et automatiques sur le niveau des impôts. Ce n'est pas le matraquage, c'est simplement quand vous avez une activité inférieure, mais vous le savez bien, les uns et les autres, parce que vous regardez ces choses-là aussi avec sérieux, lorsque vous avez une activité inférieure à celle qui a été prévue, une inflation inférieure à celle que vous avez prévue, il y a des rentrées fiscales qui sont inférieures à celles qui avaient été prévues. J'ai souhaité, à mi-août, dire exactement la réalité de la situation française. Depuis mi-août, toutes les prévisions sont en ligne. Ce que j'avais prévu en termes de dépenses, c'est ce que nous faisons. La dépense de l'État est tenue. Ce que j'avais prévu en termes d'impôts est aujourd'hui conforme à la réalité. Tout est en ligne et donc, cette fois-ci, oui, nos prévisions seront celles qui reflèteront la réalité de la France. La parole est à Madame Monique Rabin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, ce matin, en conférence de presse, vous avez détaillé les grandes orientations de politique financière de la France pour les prochaines années. Alors que des débats vifs et récurrents, on l'a encore vu hier soir, animent notre Assemblée sur la loi de finances rectificative pour 2014, les éléments que vous avez évoqués nous intéressent au plus haut point et, je crois, nous permettent d'espérer. Que constatons-nous ? Dans cet hémicycle, et encore plus au Sénat, qui semble être devenu le laboratoire de la droite, deux visions s'affrontent.
La vision UMP, avec des propositions violentes contre la solidarité et la protection sociale et contre les politiques actives en matière d'emploi. Cette droite n'a rien appris des échecs du quinquennat Sarkozy en matière de dépenses publiques et de dette. Je vous rappelle que lorsque nous sommes arrivés, on était à plus de 5% de déficit. Elle propose à la fois des dépenses plus importantes et en même temps 110 milliards d'économies. Sans oublier non plus les 36 milliards qu'elle avait déjà prélevés en 2011, ce qui fait que nous n'avons rien à apprendre sur elle en matière d'impôts. À gauche, nous construisons un équilibre complexe qui fait débat à juste titre. S'il vous plaît, on écoute la fin de la question. Allez. Monsieur le ministre, vos annonces nous intéressent au plus haut point. Un objectif de déficit public réduit à 4,1, une stabilisation fiscale sur la période 2015-2016. S'il vous plaît. Et enfin, nous comptons gagner en clarté et en lisibilité avec la loi de simplification fiscale. Monsieur le ministre, nous vous remercions par avance des objectifs économiques qui sont les vôtres dans le contexte difficile qui est le nôtre au plan français et au plan européen. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je vous cherche du regard. Merci. Madame la députée, ce matin, vous y faisiez allusion, j'ai annoncé deux choses qui sont, me semble-t-il, plutôt de l'ordre du positif pour les Français. Pas seulement pour nous, mais pour les Français et avant tout pour les Français. La première chose, c'est que dans la loi de finances initiale, pour l'année prochaine, nous nous étions fixé un objectif de diminution de notre déficit jusqu'à 4,3% de notre produit intérieur brut. Les discussions qui ont eu lieu dans cet hémicycle, les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle, un certain nombre d'observations, de bonnes nouvelles en termes de recettes ou de dépenses moindres que prévues, m'ont permis d'annoncer ce matin que l'objectif de déficit pour l'année prochaine était diminué et qu'il passait de 4,3% à 4,1%. Nous révisons à la baisse notre objectif de déficit. Et c'est une bonne nouvelle parce que moins de déficit, c'est moins de dettes et moins de têtes, c'est aussi préserver l'avenir des Français et l'avenir des générations futures. La deuxième chose que j'ai annoncée, et là aussi compte tenu du débat qui a eu lieu dans cet hémicycle, c'est que les hausses d'impôts, celles de la majorité précédente, vous avez raison de rappeler plus de 36 milliards d'augmentation d'impôts en 2011 et 2012, comme celles que nous avons été obligés de voter ici pour diminuer le déficit qui nous avait été laissé, ces hausses d'impôts, c'est maintenant terminé. Et je peux dire ici clairement qu'en 2015, en 2016 et en 2017, nous ne proposerons aucune augmentation d'impôts aux Français. C'est difficile à croire, tellement ils ont l'habitude de voir les impôts augmenter. Et pourtant, c'est la réalité et chacun pourra l'observer et nous faisons faire à ce moment-là ou le reproche ou au contraire. La parole est à Madame Michèle Bonneton et s'il vous plaît, on retrouve du calme. Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, vous avez déclaré lors de la conférence environnementale « Écologie et démocratie participative sont indissociables, c'est ma conviction ». Fin de citation. C'est également la mienne et celle des députés écologistes. Le projet de Center Parcs dans les Champs-Barans, en Isère, concerne 990 cottages, 468 emplois équivalents temps plein. Le processus démocratique a ici dysfonctionné, ce qui conduit à la situation de blocage actuelle. Malgré l'avis défavorable du Conseil national de protection de la nature, les conclusions unanimement défavorables des 3 commissaires enquêteurs lors de l'enquête publique loi sur l'eau, des arrêtés préfectoraux d'autorisation ont été délivrés. Il faut préciser que les commissaires enquêteurs ont été nommés par le tribunal administratif et ont rendu une décision sur le fond pour protéger une vaste nappe phréatique en tête de bassin versant, située sous la zone humide concernée de 110 hectares d'après ces commissaires.
Lors de l'enquête publique, les citoyens se sont exprimés à une large majorité contre ce projet. Les travaux de déboisement ont débuté, bien que plusieurs associations aient déposé des recours qui n'ont pas été jugés à ce jour. Les zadistes de la zone à défendre, présents à proximité, ont actuellement un rôle d'observateur non violent. Madame la ministre, ce projet, dont il faut souligner qu'il est très consommateur d'argent public à hauteur de plus de 100 millions d'euros, ce projet, dis-je, est-il compatible avec la directive cadre européenne sur l'eau ? Des ONG de plus demandent une finalisation rapide du schéma d'aménagement et de gestion des eaux concernées, la suspension immédiate des arrêtés préfectoraux, la mise en œuvre d'une mission et l'organisation d'une table ronde. Madame la ministre, pouvez-vous La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit là d'un projet porté par le Conseil général de l'Isère et je vous redis ici ma conviction que l'on peut concilier la création d'activités et d'emplois, vous venez de le dire, 470 emplois sur ce projet, et le respect des règles de protection de l'environnement. Je sais qu'à l'initiative des responsables locaux de ce projet, de nouvelles améliorations ont été apportées à ce projet pour tenir compte des observations des commissaires enquêteurs. Un jugement du tribunal saisi en référé est attendu le 12 décembre et donc, par conséquent, les élus responsables de ce projet sauront très rapidement ce qu'il en est. Et si, le cas échéant, il faut trouver des solutions de compromis, le ministère est à disposition pour apporter un appui technique, mais il n'a nulle raison et je n'ai nulle intention de me substituer aux élus locaux qui prennent leurs responsabilités dans ce domaine. Ce qui est clair, cela dit, c'est que les débats approfondis, anticipés sur les choix et la transparence sur les réponses apportées sont toujours plus fructueuses que des situations de crispation. L'amélioration des procédures, vous le savez, est engagée. Raccourcir les délais de construction sans reculer sur les valeurs environnementales et approfondir le dialogue et la démocratie, l'un va avec l'autre et nous devons y être tous particulièrement vigilants. Merci madame. La parole est à monsieur François Rochebloine. Oui, merci monsieur le Président. Vous me permettrez, avant de poser ma question, de rendre un hommage particulier et appuyé à notre ami Jacques Barrot au nom du groupe de l'UDI, également de son président bien sûr. Et à titre personnel, Jacques Barrot est un homme que j'appréciais beaucoup, auquel j'étais très proche. Et ce soir, j'ai perdu, effectivement, aujourd'hui, j'ai perdu un ami très cher et un homme politique droit qui a fait honneur à la politique. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Depuis juin 2009, Asia Bibi, pakistanaise et chrétienne, est emprisonnée et condamnée à la pendaison pour blasphème pour avoir bu de l'eau dans un puits censé être interdit aux chrétiens. Cette terrible et effroyable sentence témoigne tant de la maltraitance dont les femmes sont victimes que du développement de l'obscurantisme religieux. Asia Bibi ne peut et ne doit pas mourir pour un verre d'eau. La haute cour de Lahore a confirmé la peine de mort. Il reste l'espoir d'un ultime recours devant la Cour suprême du Pakistan. À Madame le maire de Paris, qui a proposé de l'accueillir, ainsi que sa famille également menacée de mort, Asia Bibi, par l'intermédiaire de son mari, nous a crié sa détresse. Vous êtes ma seule chance de ne pas mourir au fond de ce cachot. S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. La France, terre des droits de l'homme, ne doit pas laisser tomber Asia Bibi. Il est de notre devoir d'user de toute notre influence pour la sauver. Il est de notre devoir de soutenir toutes les initiatives qui permettront d'abroger ces lois inhumaines et intolérantes. Car comment ne pas rappeler qu'au Pakistan, ce sont plus de 2500 hommes et femmes qui se trouvent dans le couloir de la mort. Monsieur le ministre, comment ne pas laisser tomber Asia Bibi aujourd'hui? Telle est notre question. Nous sommes convaincus que cette démarche trouvera un écho unanime dans cet hémicycle, témoignage du soutien de la représentation nationale. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Rochebloine. Vous l'avez dit avec gravité, émotion et révolte. C'est ce que nous ressentons tous ici face à la condamnation à mort dont fait l'objet Madame Asia Bibi, une femme pakistanaise condamnée pour blasphème, condamnée pour ce qu'elle pense, pour ce qu'elle croit, au fond pour ce qu'elle est. Cette notion même de délit de blasphème, nous ne pouvons pas l'accepter. La France ne transigera jamais sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sont la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté religieuse consacrée dans notre déclaration des droits comme dans les engagements internationaux. Le Pakistan a signé le pacte international sur les droits civils et politiques. Il l'a ratifié en 2010, il doit désormais l'appliquer et les libertés que j'ai évoquées en font pleinement partie. La France est mobilisée. Depuis 4 années, de nombreuses démarches ont eu lieu à tous les niveaux de notre diplomatie et avec nos partenaires européens. La Cour de Lahore a récemment confirmé le verdict. Le président de la République est personnellement intervenu auprès de son homologue pakistanais pour plaider la cause de Madame Bibi et appeler le Pakistan à respecter ses engagements. Nos partenaires européens sont eux aussi mobilisés. Le gouvernement français fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenter d'obtenir un dénouement positif à cette condamnation inique et au-delà, fidèles à notre tradition, nous resterons mobilisés pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe les 135 parlementaires de Génération Entreprise Entrepreneurs Associés, s'adresse au Premier ministre. Impôts, taxes, charges, trop, c'est trop. C'est avec ce cri du cœur que nos chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. Allez, Pigeons plumés, ou simplement exaspérés. Des milliers d'entrepreneurs se mobilisent cette semaine pour exprimer leur colère face à des mesures qui asphyxient l'économie, qui étouffent leur entreprise et qui détruisent des emplois. C'est un choc fiscal sans précédent qu'elles subissent. Rendez-vous compte, elles payent 137 milliards d'impôts de plus que nos entreprises, nos concurrentes allemandes. Alors, les 40 milliards que vous avez promis, que vous avez consentis, sont loin de combler le fossé de compétitivité entre nos deux nations. Redonnons de l'oxygène à nos entreprises avant de leur demander des contreparties. Comment peuvent-elles d'ailleurs être compétitives à l'international, investir et en même temps embaucher si on leur impose de telles contraintes? Combien pensez-vous par exemple que le compte pénibilité va leur coûter? C'est encore une usine à gaz, c'est vous qui l'avez instauré. Figez le temps de travail entre 24 et 35 heures. Au lieu de l'assouplir, c'est votre majorité. Informez les salariés de la cession d'une entreprise au risque de l'empêcher. Parfois, seule solution pour la sauver et garantir l'emploi, c'est encore vous. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé ces 30 dernières années. Cessez de simplifier d'une main quand vous complexifiez de l'autre. Le pacte de responsabilité, vous fustigez les patrons de son fiasco. C'est un échec, vous en convenez, nous l'avions prédit. Il eût mieux valu, il faut le répéter, ne pas supprimer les heures supplémentaires défiscalisées dès votre arrivée. Et là, c'est votre responsabilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire concrètement pour insuffler ce vent de liberté et de flexibilité dont nos entreprises ont aujourd'hui tant besoin? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. S'il vous plaît, allez. Monsieur on écoute la réponse. Olivier Dassault, quel plaisir de vous voir soutenir des manifestants dans la rue. Ça ne doit pas arriver souvent. Et votre discours m'a rappelé d'autres discours que j'ai souvent entendus sur ces questions-là. Nous avons besoin des entreprises et des entrepreneurs parce que sans entreprises et sans entrepreneurs dans notre pays, on ne crée ni de la richesse, ni de la croissance, ni donc de l'emploi. Et le président de la République, mais cette majorité depuis 2012, ont décidé de soutenir les entreprises, notamment
à travers le CICE, voté à la fin de l'année 2012, et à travers le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le chef de l'État le 14 janvier dernier. Ce pacte de responsabilité, il a été voté par le Parlement et il va se mettre en œuvre essentiellement, au-delà du CICE, à partir du 1er janvier 2015. Et il se traduit, oui, par une baisse du coût du travail, par une baisse des impôts, par une baisse des charges. Et nous devons ainsi soutenir les entreprises et notamment les PME et les PMI qui vont être essentiellement concernés par cette première phase du pacte de responsabilité. Et je ne veux pas oublier les indépendants et les artisans qui vont bénéficier de près d'1 milliard de baisse d'impôts et de charges. Donc nous devons soutenir la compétitivité de nos entreprises et je le disais ici même hier parce que depuis plus de 10 ans, nos entreprises ont perdu de la compétitivité dans notre pays. Et le dialogue va se poursuivre avec le patronat. Mais j'ai bien rappelé hier la responsabilité de chacun, parce que quand la nation consent un tel effort, 40 milliards sur 4 ans, eh bien chacun doit être à la hauteur des responsabilités. Pour ce qui concerne le pacte de responsabilité et de solidarité, moi je ne parle pas d'échec, je parie d'abord sur l'accord entre les partenaires sociaux et je parie surtout sur l'intelligence collective. Et je ne doute pas que les partenaires sociaux qui ont signé, qui se sont engagés en faveur du pacte de responsabilité et de solidarité trouveront l'accord nécessaire. Mais moi, j'en appelle aux chefs d'entreprise, au-delà des organisations patronales, que je respecte et à qui je rappelle en même temps leurs responsabilités, j'appelle à conclure des accords gagnant-gagnant pour l'emploi dans toutes les branches. Comme l'a rappelé le ministre du Travail encore hier matin, il faut que tout le monde s'engage, il faut qu'il y ait des accords, parce que les Français, les salariés, attendent légitimement que chacun s'engage pour l'emploi ou pour la formation. Enfin, je voudrais terminer d'un mot. Nous baissons les charges et les impôts des entreprises. Cette majorité a voté encore une fois la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes et pour la classe moyenne. Mais je dis en même temps, attention, nous avons besoin également de recettes pour l'État. Nous avons besoin collectivement, et ça vaut pour l'État comme pour les collectivités territoriales, également de considérer que l'impôt dans notre pays a également un caractère citoyen. Parce que les mêmes qui critiquent en permanence l'impôt, monsieur le député, sont les mêmes qui se plaignent à juste titre quand il n'y a pas assez de policiers, assez de gendarmes, assez d'enseignants, assez d'infirmières, et qui considèrent même, monsieur Dassault, et vous allez comprendre ce que je veux dire, et je vais être le plus fin possible, les mêmes qui considèrent que l'État a un rôle à jouer dans la politique industrielle, et même quand il s'agit de vendre des avions à l'étranger. Allez, la parole est à Madame Seba Dagoma. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont 3,2 millions d'enfants. En France, ce sont plus de 150 000 personnes qui sont porteuses du VIH et en 2013, plus de 6 000 nouveaux cas de séropositivité ont été découverts. Selon l'Institut de veille sanitaire, ces nouvelles infections touchent très majoritairement les 25-49 ans et 98% des contaminations sont causées par des rapports sexuels non protégés. Pourtant, des progrès remarquables ont été accomplis dans le traitement de la maladie. Dernière expérimentation en date, le Truvada permettrait de réduire de 80% le risque d'infection lors de relations sexuelles selon le professeur Moulina de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Pourtant, les pouvoirs publics sont mobilisés. Je me félicite notamment de la baisse de la TVA sur les préservatifs, pierre angulaire de la prévention. Pourtant, les associations poursuivent leur mobilisation quotidienne pour la prévention et l'accompagnement de personnes malades. Chers collègues, malgré tout, l'épidémie est loin d'être endiguée. De manière tristement paradoxale, on a aujourd'hui l'impression que pour les générations arrivant à l'âge adulte, la perception du risque s'est atténuée. Il semble que le sida, qui faisait très peur il y a 20 ans, soit de plus en plus considéré comme une maladie banale. Une étude récente est particulièrement éloquente. Réalisée auprès de 500 élèves des universités franciliennes, elle indique que 30% d'entre eux n'utilisent jamais de préservatif lors de leur rapport sexuel. Cela nous emmène nécessairement à nous interroger sur les actions de prévention en milieu scolaire et universitaire.
Monsieur le Premier ministre, l'endiguement du VIH est primordial. Nous ne devons pas baisser la garde. Alors ma question est simple. Que fait le gouvernement pour réduire davantage les contaminations en France et dans le monde et ainsi parvenir à l'objectif d'ONU-SIDA de mettre fin à cette épidémie mortelle d'ici 2030 ? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Sebada Goma, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Marisol Touraine, qui est aujourd'hui retenue à Marseille par les 14e Assises nationales hospitalo-universitaires et le Salon Hôpital Expo Méditerranée. Vous l'avez évoqué, lundi avait lieu le 1er décembre, la journée mondiale de mobilisation contre le sida. Et à cette occasion, Marisol Touraine a eu l'occasion de rappeler la nécessité de rester mobilisée contre cette maladie. N'oublions pas qu'actuellement en France, 150 000 personnes vivent avec le VIH et qu'on évalue à près de 30 000 personnes celles qui ignorent leur séropositivité. Le risque de contamination reste donc bien réel et non, le sida n'est pas une maladie banale. C'est pour cela que Marisol Touraine a annoncé 3 actions fortes. D'abord, une campagne d'affichage, d'information, de prévention à destination du grand public et relancée et plus particulièrement à destination des jeunes. Le dépistage des populations les plus exposées, souvent éloignées du système de santé d'ailleurs, sera renforcé. Ainsi, les dépistages communautaires par test rapide d'orientation diagnostique, les TROD, seront poursuivis et généralisés. Le montant versé aux associations sera réévalué. Les autotests de dépistage seront disponibles en pharmacie en juillet 2015 et le projet de loi de santé qui sera discuté début 2015 à l'Assemblée nationale prévoit par ailleurs que ces autotests seront mis à la disposition des associations pour renforcer les actions de dépistage ciblées en direction des personnes les plus exposées. Les utilisateurs de ces tests seront par ailleurs accompagnés grâce à une plateforme téléphonique disponible. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est mobilisé pour poursuivre et accentuer la lutte contre le sida. La prévention, le dépistage et la prise en charge des personnes séropositives. Moi-même, je travaille avec les acteurs du médico-social à la prise en charge des personnes séropositives vieillissantes dans les établissements. Le gouvernement est mobilisé chaque jour, pas simplement le 1er décembre, et dans toutes nos politiques sociales pour la lutte contre le sida. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Monsieur le Premier ministre, la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif a récemment rendu son rapport. Celui-ci souligne le poids des 1 300 000 associations qui représentent plus de 16 millions de bénévoles, un budget de 85 milliards d'euros et 1 800 000 emplois, soit 10% du total des emplois du secteur privé. Il attire également l'attention sur les difficultés des associations soumises à la baisse des financements publics de l'État et des collectivités locales qui répercutent la diminution drastique de leurs moyens, ce qui menacerait 200 000 emplois, à la suppression de la clause de compétence générale et à la marchandisation rampante imposée par les nouvelles règles européennes qui conduit la puissance publique à considérer de plus en plus les associations comme des prestataires mis en concurrence pour remplir des missions de service public dans les conditions du privé. Pour que soit reconnu le poids des associations et leur plus-value en termes de lien social, le rapport de mes collègues Alain Bocquet et Françoise Dumas avance un certain nombre de propositions avec notamment une simplification administrative, la sécurisation des financements en recourant à des subventions plutôt qu'au marché public et en développant le dispositif des contrats pluriannuels, la constitution d'un fonds de garantie pour éviter les lourds agios dus au délai de versement des subventions publiques et l'urgence de donner vie à la charte des engagements réciproques signée en février dernier par l'État, le mouvement associatif et les collectivités. Monsieur le ministre, quelle suite comptez-vous donner aux propositions contenues dans ce rapport et notamment à celles que je viens de citer, considérées comme essentielles par le monde associatif ? Merci. La parole est à Monsieur Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la députée Jacqueline Fraisse, je crois qu'il nous revient de féliciter l'Assemblée nationale pour la qualité du travail qui a été effectué envers la vie associative. Il y a tout d'abord eu le rapport sur l'engagement associatif des jeunes, fait par le député Jean-Pierre Allossery,
Il y a eu un excellent rapport fait par Yves Blin sur la simplification de la vie associative. Et je dois dire que je suis admiratif sur la qualité du travail qui a été fait par cette commission d'enquête, regroupant tous les bancs de cette Assemblée et tous les groupes de cette Assemblée sur la difficulté que peuvent rencontrer les associations en cette période de crise. Et je dois dire qu'avec le gouvernement, nous partageons énormément de remarques qui ont été faites dans ce rapport. Tout d'abord, il ne faut pas quand même dramatiser la situation. Des choses ont été faites, que ne serait-ce que sur la taxe sur les salaires avec le montant de l'abattement qui a été relevé, si bien que 70% des associations ne paieront pas cette taxe sur les salaires. Des choses ont été faites aussi en matière d'emploi d'avenir, car le succès des emplois d'avenir a servi principalement à la vie associative. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'emploi dans le monde associatif se maintient, et c'est une très bonne chose. Et il est vrai qu'il y a des efforts à faire en matière de simplification, en matière de relations avec les collectivités territoriales qui, aujourd'hui, substituent à la subvention la commande publique, ce qui fragilise le monde associatif, et le rapport le rappelle très bien. Et il y a surtout des efforts à faire en matière de reconnaissance du bénévolat. On l'a souvent dit, et il y a des choses à faire. Donc, ça me rappelle une citation de Mark Twain. Certains voient des choses et se disent pourquoi, et certains voient des choses qui pourraient changer et se disent pourquoi pas. Alors pourquoi pas? Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous n'en sommes plus à une promesse près. Ce matin, votre ministre des Finances a déclaré que le déficit français serait largement en dessous des 3% du PIB en 2017. Une énième annonce à l'emporte-pièce avec une nouvelle promesse. La prévision de déficit pour 2015 est actualisée à 4,1 au lieu de 4,3. De qui se moque-t-on, Monsieur le Premier ministre? Alors que nous sommes en train d'examiner le projet de loi de finances rectificative qui poursuit des augmentations d'impôts et contredit la très récente déclaration promesse du Président de la République, Michel Sapin nous promet aujourd'hui une amélioration du déficit. On aimerait vous croire, mais la situation est dramatique. Tous les clignotants sont au rouge. Augmentation de la dette en 2015 avec plus 7%, soit 216 milliards d'euros supplémentaires. Baisse des rentrées fiscales, remontée probable des taux d'intérêt fin 2015, l'avis très réservé de la Commission européenne sur notre budget et le sursis in extremis octroyé, alors que le collectif budgétaire acte le dérapage du déficit en 2014, le magicien Michel Sapin sort du chapeau une baisse de déficit en 2015 et une promesse d'être en dessous des 3% en 2017. Cette révision pour 2015 est due aux 3,6 milliards de mesures nouvelles de réduction du déficit. Nous ne partageons pas votre enthousiasme. On sait que ces 3,6 milliards ne proviennent pas de réformes structurelles. Elles sont même à prendre avec précaution et vous ne pouvez pas vous en sortir encore avec des recettes exceptionnelles de mesures de lutte contre la fraude fiscale. Monsieur le Premier ministre, la Commission européenne est moins optimiste que vous. Elle envisage un dérapage important de notre déficit en 2016. Après son élection à la présidence, le président avait dit qu'il reviendrait à un budget à l'équilibre. Quel crédit pensez-vous que les Français donnent à cette nouvelle promesse? Merci, madame. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez de la mémoire. Vous êtes capable d'analyser la situation de la France il y a un peu plus de 2 ans, disons 3 ans. Vous êtes donc capable de savoir exactement dans quel état était la France au moment où la majorité est passée de ce côté-ci à ce côté-là. Vous êtes capable de savoir quel était le niveau de déficit largement supérieur à 5%. Vous êtes capable de savoir quel était le niveau d'augmentation des impôts largement supérieur à 36 milliards en l'espace d'1 an et demi. 36 milliards en 1 an et demi. Jamais vu. Ça, c'est vous. Donc, Madame la députée, je pense que quand vous posez ce genre de questions, il faut le faire avec un peu plus de modération et un peu plus de sérieux. Ce que j'ai annoncé ce matin, c'est que compte tenu des débats que vous connaissez bien et auxquels vous avez participé, parce que vous êtes une députée active sur ces sujets-là, compte tenu des débats et compte tenu des votes intervenus, il s'agit de faits, il ne s'agit pas d'engagement, il s'agit de décisions, il ne s'agit pas de promesses. Compte tenu des débats et compte tenu en particulier du fait que nous avons inscrit, vous avez inscrit dans les textes
de loi de finances initiale et dans la loi de finances rectificative que vous êtes en train de débattre, 3,6 milliards de mesures nouvelles. Oui, Madame la députée, l'objectif de déficit pour l'année prochaine passe de 4,3% à 4,1%. Vous devriez plutôt vous en réjouir, plutôt nous aider à aller dans ce sens, plutôt que d'utiliser une ironie qui ne fait même pas mouche. Quant à la Commission européenne, avec laquelle nous sommes naturellement en dialogue, comme vous avez pu l'être les uns ou les autres, je pourrais vous rappeler tous les moments où vous êtes passés allègrement au-delà des règles communes, je suis donc dans un dialogue constructif. Elle avait besoin de temps pour mieux connaître les décisions. Elle connaît les décisions maintenant et elle pourra prendre elle-même les positions nécessaires dans les mois qui viennent. Merci. La parole est à Madame Sylviane Bulto. Merci, Monsieur le Président. Et j'associe à ma question mon collègue Hugues Fourage, député de Vendée. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, la gauche porte aujourd'hui et portera encore demain une grande et belle ambition pour l'école de la République. Cette école de la République doit toujours demeurer en mesure d'assurer la réussite de tous les élèves dans une France riche de la diversité de ses territoires. La refondation de l'école est, dans ce contexte, un acte fort. À la rentrée 2015, les réseaux d'éducation prioritaire regrouperont les établissements où se concentrent le plus de difficultés. Ils bénéficieront d'un soutien massif et d'un renforcement de leurs moyens au regard des réalités sociales. La réforme a donc été construite autour de la notion de réseau d'établissements articulé entre enseignement primaire et enseignement secondaire, c'est-à-dire entre école et collège. Pour autant, Madame la Ministre, de nombreuses écoles qui ne pourront rejoindre les REP du fait de l'absence d'un collège tête de réseau accueillent d'ores et déjà un public défavorisé dans le périmètre de l'enseignement prioritaire. Dans les établissements de ces territoires, le choix de la mixité sociale a été fortement porté par tous les acteurs locaux. Les élèves en grande difficulté sont alors répartis sur plusieurs collèges au lieu d'un seul. Ces écoles restent malgré tout situées dans des quartiers identifiés relevant de la politique de la ville que vous avez portée avec ambition, quartiers où la réussite scolaire est une priorité. Il ne faudrait pas, Madame la Ministre, que pour des raisons purement administratives, des moyens ou encore des savoir-faire qui étaient jusqu'ici entièrement mobilisés au profit de la réussite de nos enfants soient perdus. L'inquiétude des parents et des enseignants est particulièrement forte. Merci, Madame. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Buteau, merci pour votre question. Je crois qu'il faut commencer par le dire et le redire à chaque fois que c'est possible. Si notre pays s'engage dans cette réforme de l'éducation prioritaire, c'est parce que le fonctionnement actuel de l'éducation prioritaire ne donne pas satisfaction. Un fonctionnement dans lequel, pour ne vous donner qu'un chiffre, les élèves en retard à l'entrée de la 6e sont en éducation prioritaire de l'ordre de 20% d'une classe d'âge, quand ils sont hors d'éducation prioritaire de l'ordre de 11%, c'est un système qui ne donne pas satisfaction. Un système qui n'a pas été repensé depuis des années et qui, en termes de cartographie, a été fait d'une succession d'empilements au point de passer à côté d'établissements scolaires qui, eux, cumulent des difficultés sociales mais qui ne font pas partie de l'éducation prioritaire, c'est un système qui ne donne pas satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, parce que c'est vrai que c'est un sacré défi, et de réformer et la carte et les moyens de l'éducation prioritaire. Les moyens, nous en mettons davantage, plus 350 millions d'euros pour un nombre équivalent à ce qui existe aujourd'hui, 1082 réseaux d'éducation prioritaire. La carte, nous la réformons sur la base d'un indicateur social simple. Nous prenons en considération les difficultés sociales, la concentration de ces difficultés pour offrir les moyens de l'éducation prioritaire. Alors certes, il y a des entrants et des sortants. Mais d'abord, je veux dire que les sortants de l'éducation prioritaire ne sont pas laissés pour compte. Ils ne disparaissent pas des radars de l'éducation nationale qui continuent à les accompagner. Et c'est vrai en particulier pour les écoles que vous évoquez qui ne font pas partie d'un réseau à proprement parler mais qui ont bien des difficultés sociales. Nous signons avec elles des conventions académiques de priorité éducative qui leur permettront d'accueillir un maître de plus que de classe
de scolariser les enfants avant 3 ans, d'avoir les avantages au fond auxquels elles avaient droit auparavant, simplement dans un traitement qui est singulier La parole comme nous est le à voulons monsieur désormais. Philippe Armand Martin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 97e congrès des maires vient de se terminer. Au terme d'une opération séduction dont vous avez le secret, vous avez annoncé de nouvelles aides pour les communes afin de calmer la grogne des élus locaux. Après les départements, dont finalement vous ne souhaitez plus la disparition, les maires ont aussi eu droit à leurs annonces de circonstances. Mais le problème principal, c'est-à-dire l'ampleur de la baisse des dotations, demeure. La question n'est pas la baisse des dotations en tant que telle, dans le contexte de redressement des comptes publics, mais la hauteur de la marche que vous imposez aux communes notamment. L'effort demandé aux collectivités est un coup de massue pour les élus locaux, alors même que l'État rechigne à montrer l'exemple. Monsieur le Premier ministre, il faut baisser les dépenses publiques, toutes les dépenses publiques, et non uniquement presser les collectivités et les contribuables français. Vous annoncez la pérennisation du fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires. C'est une bonne nouvelle, mais le problème, c'est d'avoir imposé cette réforme coûteuse aux maires. Et par ailleurs, les élus peuvent légitimement s'interroger sur la durée de cette pérennisation. Vous annoncez des mesures pour soutenir l'investissement public. C'est une très bonne chose, mais le problème, c'est que vous, qui cassez l'investissement public local, et placez une épée de Damoclès sur la tête des collectivités en baissant drastiquement les dotations. Vos mesures sont intéressantes, Monsieur le Premier ministre, mais elles ne sont pas de taille à rassurer les élus locaux inquiets des 11 milliards de baisse de dotation, et elles ne font que révéler l'incohérence et le manque de vision de votre politique. Vous naviguez à vue. Or, ce luxe que vous permettez au mépris des Français, les maires qui œuvrent chaque jour pour améliorer le service public local, eux, ne peuvent se le permettre. Monsieur le Premier ministre, avec la politique au coup par coup que vous menez, quel sera le prochain coup de massue auquel les élus locaux doivent s'attendre? Merci. La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci de votre question qui me permet de souligner l'attention du gouvernement et de confirmer, bien entendu, les annonces du Premier ministre que nous allons traduire dans la loi de finances que nous examinons en ce moment. L'État, face aux difficultés liées à la faible inflation, la faible croissance, la situation budgétaire que tout le monde connaît, porte un programme d'économie dans lequel chaque secteur de notre dépense publique prend le poids qui correspond à sa part dans la dépense publique. Pour les collectivités, strictement proportionnellement, c'est 11 milliards sur 3 ans sur des dépenses qui sont, sur une seule année, de l'ordre de 250 milliards. Donc il faut relativiser, monsieur le député, vos propos. Certes, c'est un effort. C'est un effort qui ne nie pas l'implication des élus locaux, l'action des collectivités territoriales, et vous n'avez jamais entendu, ni de ma bouche, ni de la part d'un membre du gouvernement, une seule accusation de gabegie ou de critique de la politique courageuse que mènent les élus locaux en prise directe sur le terrain. Alors le Premier ministre a annoncé 200 millions d'euros supplémentaires en direction de l'investissement des collectivités territoriales, en abondant la dotation d'équipement des territoires ruraux et 100 millions d'euros supplémentaires pour ce que l'on appelle les bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui emmènent dans les zones tendues, ceux qui portent des projets de construction de logements et qui trouveront un accompagnement pour financer les équipements autour de ces nouveaux quartiers. Vous avez jugé ça intéressant, monsieur le député, c'est déjà un pas. Avec nous, emmener ces collectivités vers une réduction des dépenses de fonctionnement et un soutien à l'investissement. Merci. La parole est à monsieur Gérard Bapt. Oui, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, après François Rochebloine, de m'associer à l'hommage qui a été rendu à Jacques Barrot, auquel j'avais succédé en qualité de président du groupe d'amitié France-Liban, qui m'a fait découvrir et aimer le Liban et les Libanais. Hommage auquel Henri Gibraïel et l'ensemble du groupe d'amitié France-Liban se joignent. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal. Madame la Ministre, vous avez conduit la semaine dernière les travaux de la conférence environnementale.
Elle s'est inscrite par heureuse opportunité de date dans la préparation de la conférence de Paris sur le changement climatique, ainsi qu'avec l'adoption, par votre ministère et celui de la Santé, du 3e plan national de santé environnementale. La feuille de route adoptée invite à prendre des mesures immédiates dans 3 domaines majeurs sur lesquels je voudrais vous interroger. En premier lieu, quelles initiatives comptez-vous prendre concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre au moment où nos compatriotes de la côte méditerranéenne subissent les conséquences dramatiques du changement climatique? Concernant la pollution de l'air et au moment où une étude sur la pollution à Paris vient de choquer l'opinion, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour que, selon la belle formule de Hubert Reeves, les futurs petits Parisiens ne pensent pas, comme aujourd'hui le petit Chinois, que le ciel est jaune? Enfin, concernant la pollution chimique à laquelle l'ensemble de la population est désormais exposée, de multiples études nous alarment sur le lien de causalité avec des affections métaboliques, allergiques, reprotoxiques ou cancérigènes. Certaines nouvelles études, partant de la vie intra-utérine, concernent désormais le développement du cerveau. Elles sont d'ailleurs largement exposées dans le supplément santé du journal Le Monde, daté d'aujourd'hui même, et font le lien entre exposition à certains polluants et explosion des cas d'autisme, de troubles d'attention et d'hyperactivité chez les enfants. Quelles initiatives, Madame la Ministre, comptez-vous prendre au plan européen? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le Président. C'est vrai qu'en 2 minutes, je ne pourrais pas dire toute la richesse des travaux, non seulement des longs mois qui ont précédé la conférence environnementale, mais aussi des 2 journées auxquelles d'ailleurs vous avez largement contribué. Je voudrais vous remercier de vos travaux à la tête de la commission santé-environnement qui a permis de déboucher sur des propositions très concrètes qui seront rendues publiques dès le mois de janvier prochain par le Premier ministre lors d'une réunion spéciale du Conseil national de la transition écologique. Mais pour arriver aux points principaux de ce qu'il est convenu d'appeler en effet l'hygiène chimique, je voudrais rappeler d'abord les propositions sur les pesticides, puisque nous allons généraliser les opérations communes sans pesticides, les opérations terre saine, généraliser aussi l'alimentation en agriculture bio, en circuit court et aux produits du terroir dans les cantines scolaires. Continuer aussi le moratoire sur les 3 substances néonicotinoïdes qui, comme vous le savez, ont des effets désastreux sur les abeilles, donc sur la pollinisation, donc sur l'agriculture. Et nous allons aussi examiner l'extension de ce moratoire à d'autres substances ou la suppression des exemptions pour certaines cultures. Sur les résidus de médicaments, comment accepter le gaspillage dans le domaine des médicaments? Il y a chaque année 20 000 tonnes de médicaments non consommés qui sont rejetés dans l'environnement et donc j'ai l'intention de renforcer les objectifs imposés à l'éco-organisme Cyclamed de récupération de ces médicaments non consommés. Sur les nanomatériaux, je proposerai au Conseil européen de l'environnement du 17 décembre prochain une stratégie d'étiquetage des produits de consommation courante contenant des nanomatériaux et de restriction de tous les produits dangereux en contact avec la peau, avec notamment une attention toute particulière sur l'interdiction des phtalates dans les jouets des enfants et dans tous les matériaux de puériculture. La parole est à Monsieur Dominique Le Ménère. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. C'est devenu un triste rendez-vous. Chaque mois depuis 2 ans et demi, vous nous présentez les chiffres du chômage et chaque mois, ils sont catastrophiques. Chaque mois, on se demande d'ailleurs un peu plus comment certains ont pu mentir à ce point aux Français en leur promettant l'inversion de la courbe du chômage, c'était l'année dernière, puis en affirmant que celle-ci subissait un frémissement, c'était il y a quelques semaines. Avec 28 400 chômeurs de plus qu'à la fin septembre, la France a une nouvelle fois battu son triste record du chômage. Fin octobre, près de 3,5 millions de nos compatriotes sont privés d'emploi. Hélas, pire encore, pour le mois d'octobre, pas moins de 9 indicateurs ont atteint le plus haut niveau historique. Record du nombre d'inscrits à Pôle emploi, quelle que soit la catégorie. Record du nombre de chômeurs de plus de 50 ans. Record du nombre de demandeurs d'emploi de 25-49 ans. Record également de l'ancienneté moyenne au chômage qui atteint le chiffre de 536 jours fin octobre, une hausse de 31 jours sur un an. Monsieur le Premier ministre,
le communiqué de votre ministre du Travail semble complètement déconnecté de la réalité. Il se félicite à demi-mot du volume élevé de contrats aidés disponibles pour faire face au chômage. La réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous êtes en échec complet dans la lutte contre le chômage. La réalité, c'est que votre gouvernement n'a rien d'autre à proposer que des contrats aidés. Ce manque d'imagination et de perspective est très inquiétant. Vous attendez que la croissance reparte, mais vous ne vous étonnez pas que nous soyons un des rares pays dont l'activité économique ne redémarre pas. Monsieur Macron reconnaît l'échec du pacte de responsabilité, mais vous rejetez la faute sur les entreprises. Mais c'est vous qui gouvernez. Si le pacte de responsabilité est inefficace, c'est votre échec qu'il faut condamner. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous annoncer de nouveaux contrats aidés, continuer de dire que tout n'est pas de votre faute, ou comptez-vous changer de politique? La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, vous évoquez là un problème qui est un problème récurrent de la société française. En effet, depuis 1975, le taux de chômage n'a cessé de progresser. Il est passé de 2,8% à 9,7%. Et pendant ce temps, la richesse produite par notre pays a été multipliée par 2. Et donc nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui une distorsion entre la richesse de notre pays et le manque d'efforts qui a été fait collectivement depuis 1975 pour lutter contre le chômage. À cet égard, je voudrais rappeler, mais vous l'avez fait avec sérénité, donc je ne serai pas du tout sur un ton agressif. Je voudrais vous rappeler que de 2007-2008 à 2012, l'augmentation du nombre de chômeurs a été de 750 000. Il n'y a pas de quoi, pour autant, critiquer tout ce qui a été fait de par le temps. Simplement, je voulais vous dire, aujourd'hui, les politiques de l'emploi, elles portent leurs fruits. Ces politiques de l'emploi qui concernent des publics spécifiques, que ce soit les plus jeunes ou que ce soit les seniors, ce sont des publics dont nous devons nous occuper. Et nous le faisons. Et les 150 000 emplois d'avenir qui ont été mis en place à la demande du gouvernement, eh bien ces 150 000 emplois d'avenir, c'est 150 000 jeunes dans les quartiers qui sont aujourd'hui en emploi, qui reçoivent une formation et dont nous sommes fiers parce que demain, nous savons que grâce à ces emplois d'avenir, ils seront dans l'emploi définitivement. Et pour cela, Monsieur le député, je voudrais vous dire que le pacte de responsabilité, dont il ne faut pas se moquer, va porter ses fruits. Et vous aurez l'occasion de le voir. Avant la fin du mois de décembre, des accords significatifs seront signés grâce à ce pacte. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Luc Bello. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la secrétaire d'État au numérique, la génération que nous représentons majoritairement dans cet hémicycle a appris à apprivoiser le monde digital, à aller sur Internet. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont dans Internet. C'est une chance pour eux, mais aussi pour notre pays, car le numérique est un formidable vecteur d'évolution. Pour autant, Madame la Ministre, il interpelle régulièrement à la fois les Français et notre droit. L'arrivée de nouveaux acteurs de vidéo en ligne sur nos réseaux et box interroge fortement notre exception culturelle. Les applications smartphones de chauffeurs privés ont défrayé la chronique récemment et bousculent l'institution des taxis. Les sites de partage en ligne de logements particuliers ignorent royalement nos règles fiscales et l'affaire Snowden a mis au cœur du débat l'enjeu de l'utilisation et de la communication des données personnelles. Si effectivement la technologie est un serviteur utile mais un maître dangereux, nous devons sortir de ces poncifs anxiogènes pour doter de notre pays d'une législation qui soit à la fois ambitieuse pour notre économie, protectrice de la vie privée de nos concitoyens et vecteur de croissance, d'innovation et de démocratie. La France peut facilement s'appuyer sur ses atouts pour prendre toute sa place dans la deuxième vague de cette révolution. On est déjà leader dans les impressions 3D, dans les objets connectés. La French Tech et nos start-up sont l'illustration de ces réussites. Madame la Ministre, vous avez été qualifiée il y a peu, avec votre collègue Thierry Mandon, de hackers du gouvernement. Pas dans la conception pirate que porte maladroitement en France ce mot, mais bien dans l'esprit d'innovation, de transformation de l'ordre ancien, ce que le monde numérique appelle la disruption.
avec cette définition, pouvez-vous nous dire comment vous allez hacker la France? Merci. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Monsieur le député Bello, mesdames et messieurs les députés, hacker, je ne sais pas, maker, certainement. C'est d'ailleurs l'ensemble des membres du gouvernement qui vont mener à terme la transition numérique de notre pays, qui concerne désormais tous les secteurs économiques. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, comme le Premier ministre, en ont fait une priorité de notre action. Pourquoi? Eh bien parce que le numérique, il crée de la croissance en France, il crée des emplois. Or, nous ne sommes pas la Silicon Valley, nous ne sommes pas Tech City à Londres, non. Nous sommes une république et nous voulons construire le projet de république numérique. Cette république, elle est au service de tous et elle se fait dans le respect de la loi. Le moteur de ce projet, c'est l'innovation. L'innovation qui ne se décrète pas dans un bureau à Bercy, non, qui s'accompagne au plus près des initiatives dans les territoires. Les auteurs de ce projet, ce sont nos concitoyens, naturellement, ce sont les collectivités locales, très novatrices, et ce sont les entreprises, et en particulier les start-up, qui peuvent éclore partout, y compris dans les zones rurales, à une condition, le déploiement d'Internet en très haut débit pour toute la population. C'est l'objectif fixé par le président de la République à l'horizon 2022. Notre pays aura ainsi 5 ans d'avance sur ses voisins européens. Il sera prêt pour accueillir le big data, les objets connectés, la télémédecine ou les contenus audiovisuels. Grâce à la labellisation des métropoles French Tech, Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes forment l'équipe de France du numérique. Et grâce à la concertation, ce sont les Français qui vont co-construire le futur projet de loi. Merci, madame. La parole est à madame Valérie Lacroute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après la réforme des rythmes scolaires imposés à tous, après la suppression de la bourse au mérite, voilà que vous décidez de revoir la carte des collèges en zone d'éducation prioritaire. Cette décision est vécue par le département de la Seine-et-Marne comme une trahison et tout particulièrement un abandon du monde rural. Ainsi, ce sont 4 collèges de ma circonscription, Souppes-sur-Loing, Laurel-Bocage, Château-Landon et Nemours, qui vont être rayés de la carte en 2015. Circonscription la plus pénalisée de France, mais également les collèges de Villiers-Saint-Georges, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, au total 10 collèges en Seine-et-Marne. Cet après-midi, élus de tous bords politiques, enseignants et parents sont mobilisés à Melun pour dénoncer cette injustice et demander à votre ministre de l'Éducation nationale de revoir les critères choisis. Votre ministre, qui, je le rappelle, indiquait dans la séance du 21 octobre, j'accorderai toute leur place aux écoles rurales, parce que je connais les difficultés qui sont les leurs, les contraintes singulières qu'elles rencontrent. Je sais l'isolement, je sais la difficile continuité entre le primaire et le collège, je sais le décrochage scolaire. À chacun de ces défis, le gouvernement sera là pour accompagner les collectivités locales et trouver des réponses. Monsieur le Premier ministre, vous avez là un vrai défi. Ne déshabillez pas la Seine-et-Marne au profit de la Seine-Saint-Denis. Ne démobilisez pas des enseignants investis dans ces collèges éloignés dont leur remplacement est déjà difficile. N'abandonnez pas ces élèves qui bénéficient d'un accompagnement essentiel pour envisager un avenir hors de ces territoires ruraux. Ne découragez pas les élus de ces territoires. Monsieur le Premier ministre, les représentants des enseignants et des parents m'ont demandé d'être leur porte-parole. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, attentive à la Seine-Saint-Denis. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lacroute, je l'ai dit, la révision de la carte de l'éducation prioritaire a vocation à rétablir de la justice et à corriger les inégalités. Bien évidemment, elle concerne le milieu rural comme le milieu urbain. C'est vrai que dans les indicateurs sociaux pris en considération,
nous faisons en sorte qu'il y ait une convergence avec la réforme que nous menons par ailleurs de la politique de la ville. Pour autant, la ruralité n'est aucunement oubliée et la preuve, c'est que nous voyons ainsi arriver 9 nouveaux réseaux dans des communes de moins de 2000 habitants, 9 nouveaux réseaux d'éducation prioritaire dans des communes de 2000 à 5000 habitants et que dans l'académie de Créteil, comme vous le savez, puisque c'est celle dont vous nous parlez, c'est 130 réseaux dont 34 REP+, qui entrent, le plus important contingent de France. Dans la Seine-et-Marne, votre département, 16 réseaux, 12 REP, dont le collège Balzac de Nemours, dans votre propre circonscription, et 4 REP+. Vous voyez, Madame la députée, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié ce territoire. Et de manière plus générale, je veux vous dire qu'au-delà de la réforme de l'éducation prioritaire, le système éducatif va s'engager dans ce que j'ai appelé la réforme de l'allocation des moyens qui nous conduira, territoire par territoire, urbain ou rural, établissement par établissement, à donner aux écoles les moyens de fonctionner en fonction de leur réalité sociale et de leurs difficultés sociales qui trop souvent se traduisent en difficultés scolaires. Dans le cadre de cette réforme d'allocation des moyens, je m'adresse notamment aux territoires ruraux isolés pour lesquels j'ai pris un engagement fort que je rappelle ici. Même en cas de diminution du nombre des élèves, ces territoires ruraux qui accepteront de s'engager dans une démarche de réorganisation de leur réseau d'écoles, les regroupements en particulier, bénéficieront d'un maintien du nombre de postes pendant 3 ans. C'est dire à quel point nous voulons accompagner les collectivités locales dans la restructuration de leur réseau d'écoles. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Lambert. Merci Monsieur le Président. Ma question au gouvernement s'adresse à Monsieur Sapin, ministre des Finances. Monsieur le ministre, l'absence d'harmonisation fiscale en Europe est l'une des principales causes du phénomène d'optimisation fiscale mis en œuvre par d'importantes entreprises. L'absence de règles communes au sein du marché unique européen favorise cette véritable évasion fiscale. Certains États ont même fait de ces systèmes d'échappement à l'impôt une carte de visite, comme par exemple le Luxembourg. Cette politique d'accueil des sièges sociaux, avec la promesse d'une diminution de l'impôt, des entreprises telles que Google, Amazon ou Yahoo en bénéficient pleinement, leur permettant de ne pas payer l'impôt dû là où elles exercent leurs activités qui génèrent leurs bénéfices. Ces dispositions sont pour le moment légales dans l'Union européenne, qui a instauré le principe de la libre concurrence, y compris sur le plan fiscal entre États. Les entreprises utilisent donc les moyens que les politiques mises en œuvre mettent à leur disposition. Conscient des difficultés financières pour des États et des injustices au regard de l'impôt que cela provoque, l'Europe tente de résoudre ce problème très compliqué qui génère beaucoup de mécontentement parmi nos compatriotes. À l'heure où la France et l'Allemagne manifestent leur volonté de mettre en œuvre une stratégie économique partagée, et alors que vous dévoilez une série de mesures pour renforcer l'attractivité de la place financière de Paris, Monsieur le Ministre, à la veille du Conseil européen du 18 décembre, quelles initiatives souhaitez-vous porter pour que l'évasion fiscale pratiquée par certains grands groupes multinationaux ne soit plus possible, afin de retrouver une juste répartition de l'impôt dû par ces entreprises dans les pays où elles ont réellement leur activité productive qui génère leurs bénéfices? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lambert, voilà bien un sujet en cette fin de séance qui devrait nous rassembler tous. Le constat est implacable et il est fait maintenant par toutes les grandes nations du monde. Il y a de très grandes entreprises qui font de très gros bénéfices grâce à l'activité qu'elles peuvent avoir sur tel ou tel territoire, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon, en Chine, et qui ne payent aucun impôt, nulle part. Non pas qu'elles chercheraient à utiliser tel pays où on paye un peu moins d'impôts pour s'y implanter, mais qui n'en payent absolument nulle part. Pas même aux États-Unis, d'où sont souvent originaires ces très grandes entreprises. Cette situation est tellement inacceptable qu'elle a fait réagir l'ensemble des grands pays du monde, et en particulier au dernier G20, les 20 plus grands pays du monde ont décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan BEPS, la lutte contre l'érosion fiscale, la lutte contre ces optimisations qui sont néfastes à nos économies et qui rendent incompréhensibles aux citoyens les efforts par ailleurs nécessaires en termes d'impôts que chacun dans tous les pays doit pouvoir faire. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, parce que beaucoup de ces optimisations fiscales passent par l'Europe, même parfois par certains pays
au sein de l'Union européenne ou de l'Eurogroupe. Beaucoup passe par l'Europe, que j'ai proposé avec mon collègue allemand, mon collègue italien, de prendre une initiative dès maintenant. J'ai écrit à la Commission, j'ai écrit au commissaire chargé de ces questions de fiscalité en lui demandant, d'ici à la fin de cette année, et en particulier à l'occasion du Conseil qui aura lieu lundi et mardi prochain, de faire des propositions pour que dès 2015, en Europe, nous mettions en œuvre les principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord au niveau du G20 et que dès 2015, nous puissions lutter avec efficacité contre cette optimisation fiscale totalement insupportable. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.